Je suis Mathieu Legac, cofondateur de Startup Palace et d'ici lundi. Bonjour Mickaël, bonjour. Merci d'être avec nous. Mickaël, pour ceux qui ne te connaissent pas, après une dizaine d'années de salariat, tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale avec Lengo, dont tu seras CEO pendant plus de 13 ans, avant de revendre ta boîte. Lengo, en quelques chiffres, c'est 45 pays, 5000 clients en B2B. Vous avez connecté plus de 1800 canaux de diffusion et vous êtes devenu un leader européen sur ce marché. Quelques mois après la revente, tu remets le couvert, tu entreprends à nouveau avec Mimbi, qui fêtera bientôt ses 1 an. On va revenir sur tout ça. Mais d'abord, je voulais qu'on prenne ce temps. Avant de fonder Lengo, t'as entamé ta carrière avec juste un bac pro en poche. Dans le salariat avant de devenir entrepreneur. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette notion un peu de pionnier autodidacte? Est-ce que ce serait possible aujourd'hui encore? Alors, pionnier, je sais pas, autodidacte, ça c'est sûr. Moi, je fais partie d'une génération, j'ai commencé à bosser en 99, donc c'est très très vieux. Et en fait, là où c'était possible, c'est que, alors l'histoire veut que moi j'ai eu mon premier ordi à 17 ans, la légende de dire j'ai eu un Amstrad à 4 ans et tout, n'existe pas chez moi. Et en fait, j'en avais assez vite marre de surfer sur Internet, je voulais créer des sites. Donc en fait, j'ai appris comme ça. Et en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas d'école d'ingé dédiée dans le digital, il n'y avait pas de développeur. Moi, mon premier boulot, c'était webmaster, pour ceux qui se rappellent. Donc en fait, c'était normal d'être autodidacte parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre moyen d'être autodidacte. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus professionnalisé. Il y a des écoles d'ingé, dans le market, dans beaucoup de choses, quoi. Tout s'est très siloté en professionnalisation. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait possible? Je pense que oui, parce que on a la chance d'être dans une industrie qui permet ce fameux ascenseur social. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. C'est un métier très créatif, qui est assez facile à prendre en main, où il y a beaucoup de formation. Donc, c'est assez facile de faire ça et de se lancer. Après, c'est vrai qu'auparavant, c'était complètement normal de voir un mec débarquer de nulle part, sans formation et de savoir juste coder, et on l'acceptait. Aujourd'hui, c'est pas que c'est pas vrai, parce que ça existe. Et c'est plus difficile parce que face à vous, vous êtes en concurrence avec des profils qui eux-mêmes viennent d'écoles d'ingé, qui sont très bien câblés, qui savent faire beaucoup de choses. Donc c'est plus difficile aujourd'hui. Ça serait beaucoup, beaucoup plus difficile. Après, il y a tellement d'exemples et de contre-exemples qui démontrent ça que on peut en parler des heures. Mais c'est vrai que la chance qu'on a, c'est qu'on est dans une industrie qui permet de tout faire, quoi, quasiment. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de profils qui viennent de reconversion. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont hyper intéressantes, qui sont d'ailleurs des très bons profils. Mais je pense que la chose à retenir, c'est que c'est plus difficile aujourd'hui, mais ça reste totalement possible, tu vois. Tu as passé 13 ans au sein de Lengo pour en faire le leader européen du field management que tu as revendu par la suite. 13 ans, c'est une magnifique aventure. Qu'est-ce que tu retiens de ces 13 ans? 13 ans, c'est très long. Lengo, ça a été quand même une boîte... ça a duré longtemps et... on a vécu beaucoup de choses un peu diverses, donc c'est difficile de retenir un truc. Forcément, on retient l'exit parce que la finalité fait que tu revends ta boîte, etc. Mais l'histoire, elle est très particulière à plein de niveaux, qui fait que c'est très très dur de retenir un truc. Le vrai truc qu'on peut retenir, c'est que c'est long de monter une boîte et il faut le retenir, quoi. C'est-à-dire que les histoires Instagram revendu X années ou YouTube, oui, ça existe, il y en a, mais c'est 1%, voire 0,2% des trucs. Les boîtes qui vraiment ont de la valeur arrivent vraiment à créer quelque chose, un leadership sur un marché, etc., ça prend du temps. Et 13 ans, ça est passé très très vite, mais en même temps, c'est long, et en 13 ans, tu passes quelques orages, tu passes les fameuses montagnes russes et tout, et même si nous, dans notre histoire Lengo, c'est une boîte qui s'est relativement très bien passée à tout niveau, tout le temps, on n'a jamais eu de galère, quoi, vraiment. Il y a des galères tout le temps dans l'entrepreneuriat. On n'a jamais eu de truc où on était inquiet pour la boîte, ou etc. Donc, le chose vraiment, c'est de retenir. Et même sur Mimbi, l'autre aventure, je sais que ça prendra du temps. Et qu'en fait, c'est pas très grave que ça prenne du temps, au final. Parce que si ça prend du temps pour créer quelque chose qui a beaucoup de valeur, et en même temps, tu t'éclates, c'est pas un sujet, quoi. Il n'y a pas de course de dire, tiens, il faut absolument vendre dans 3 ans ou ce genre de choses. Et c'est souvent dans des cas comme ça que tu fais des erreurs. Tout comme le financement avec des levées de fonds. Les gars qui disent, dans 2 ans, il faut absolument que je lève. Ça n'a pas de sens. C'est vrai que
on a dans cet inconscient les startups, c'est agile, on a l'impression que ça va vite. Là, c'est vrai que ça prend du temps. Oui, ça va vite peut-être. Mais tu vas vite quand même dans les années, tu vois. 13 ans chez nous, c'est comme le chat, quoi. Tu multiplies par 7 parce que tu en as dans tous les sens, tu vois. C'est marrant, il y a plusieurs anciens de Lingo qui sont appelés, s'ils peuvent en témoigner, c'est que tout va très très vite, en fait. Partout, ça bouge dans tous les sens. Donc tu as un mélange de longueur et de prendre le temps pour créer des choses, mais en même temps, dans ces steps d'années, tout va très très vite tout le temps et ça bouge énormément. Donc c'est vraiment le juste milieu à trouver et c'est aussi toujours naviguer avec ça parce que justement la faculté d'être réactif dans la longueur pour prendre les bons trains fait que tu prends souvent les bonnes décisions, qu'à la fin tu arrives à créer quelque chose de cool, quoi. Je m'attendais pas à ce que tu te dises que finalement quand tu retiens un moment c'est l'exit forcément. Pourquoi? Non, tu retiens. C'est même pas ce que moi je retiens parce qu'au final, c'est pas que je m'en fous, mais pas très loin, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais créé ma boîte pour me dire je la revends. Par contre, j'ai toujours dit, j'étais persuadé que cette boîte, on allait créer de la valeur, donc forcément elle allait intéresser des mecs. Voilà. Mais disons que, et d'ailleurs je suis resté 13 ans. Il y a un paquet de mecs qui changent de CEO, qui machin, parce qu'au bout d'un moment ils s'ennuient, ils font autre chose, etc. Moi, je me suis toujours amusé dans ma boîte et tout. Mais forcément, les gens retiennent ce truc-là. Mais moi, je te dis, c'est plus le chemin continuel pendant des années où tu vis beaucoup de choses. Et la finalité, c'est de se dire, effectivement, tout prend du temps et que c'est normal de prendre du temps. Il faut accepter de prendre du temps. Mais après, je pourrais en parler pendant des heures. Il y a tellement de moments en 13 ans qui sont hyper importants, qui sont soit hyper symboliques, les premières levées, le premier achat, le premier gros client. Toi, tu peux en avoir des dizaines, voire des centaines. En fait, c'est très, très dur. Donc, et effectivement, tout le monde retient ce fameux exit, mais en vrai, on s'en fout, quoi. En préparant ensemble, on a pas mal parlé de la notion européenne et on a un peu digressé sur Europe versus les États-Unis et votre déploiement international. J'aimerais bien qu'on s'y attarde un petit peu parce que c'est des apprentissages assez clés, notamment. Tu défendais l'Europe versus un peu les US et d'aller chercher finalement des places de second rang aux États-Unis versus être leader européen. Pour toi, c'est plus important. C'est pas trop ce qu'on voit forcément dans l'écosystème. Souvent, on entend parler, allez, go aux États-Unis. D'ailleurs, vous avez ouvert un bureau à Montréal assez tôt justement pour faire ce jump sur les États-Unis. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur tout ça? Alors, déjà, il faut se remettre dans un contexte qui n'est pas celui de 2024, qui est 2009, 2010, 2011, qui est totalement différent au niveau international. Moi, j'ai toujours dit que les US, j'adore aller aux US en vacances, mais jamais pour bosser, quoi. Et j'ai dit toujours une deuxième chose, c'est que ça m'intéresse pas d'être numéro 2 ou numéro 3 aux US, je préfère être leader européen. Et je pense que Lingo n'aurait jamais été acheté si on était numéro 2 ou numéro 3 aux US, même si on faisait 500 millions d'ARR. Jamais. Ça n'intéresse personne d'avoir un second rang. Jamais. Moi, j'ai racheté des boîtes après. Je m'intéressais pas au numéro 2 ou numéro 3. Ou alors, je l'achetais à la case parce que je savais que je pouvais pas me payer le truc le meilleur, etc. Donc, en fait, moi, très, très tôt, je me suis dit, si on est leader en Europe, on aura beaucoup plus de valeur que de se lancer aux US, de cramer énormément d'argent parce que les exemples de boîtes françaises, même européennes, qui ont réussi aux US, honnêtement, je vous mets en défi de m'en trouver 5. Sur leur leadership, j'entends. C'est vraiment prendre une place. Il y a eu un Criteo, il y a un Content Square aujourd'hui, il y a un Dataiku, mais à coût de centaines de millions de dollars d'investissement, dans la douleur pour certains, etc. Donc j'ai toujours dit, si on est leader sur ce terrain, on arrivera à créer de la valeur parce qu'en fait, on aura réussi à craquer quelque chose qui est hyper compétitif aussi, parce qu'aux US, il y a très peu de compétition, hein. C'est un marché qui est très profond, mais il y a très très peu de compétition sur les acteurs, ou alors ils sont plus petits. C'est le fameux 80-20. En Europe, c'est plus difficile. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont très forts dans beaucoup de pays, en fait. Et je pense bien nous en a pris, parce que si les propositions d'achat de Lingo et la finale avec un private equity américain, pour rappel, hein, qui pèse 12 milliards, c'est parce qu'on était leader européen et que du coup, ils disaient, vous avez réussi à craquer un truc que personne n'a réussi à craquer, et surtout pas les Américains. Nous, notre gros concurrent américain coté au Nasdaq faisait 10 fois plus de chiffres que nous, mais faisait quasiment 2 fois moins de chiffres que nous en Europe. En fait, ça illustre bien la difficulté pour les Américains d'aller sur un terrain européen. Donc si on arrive à craquer ce truc-là, encore une fois, on a beaucoup plus de valeur que oui, d'être dans l'espèce de fantasme de dire ça se passe dans la vallée et tout. Quand vous connaissez les US, vous vous rendez compte que c'est pas vrai et que c'est extrêmement compliqué, quoi. Surtout pour des Européens. Tu vois, vraiment. Et du coup, c'est quoi les
les secrets, les ingrédients de la recette pour devenir leader européen? Nous, ce qu'on a fait en 2000, en fait, l'histoire, c'est qu'on lève avec Alven, et c'est marrant, hein, notre fameuse série A de Lengo. Alors, c'était pas normé à cette époque-là, mais c'était 1,2 million. Mimbi en précide au bout de 3 mois 1,5 million. Donc ça donne aussi une temporalité totalement différente, quasiment en 15 ans. Et en fait, la thèse, c'était de se dire, la boîte est extrêmement puissante en France, on va répliquer le modèle pour aller en Europe. Moi, j'avais toujours dit, il faut être leader sur son terrain avant d'aller à l'extérieur. Et ça, c'est souvent une erreur, en fait. Alors, tu as des contre-exemples, encore une fois, où il y a des gars ils ont tellement de marché potentiel ailleurs qu'ils y vont. Mais je pense que c'est des gens qui auraient dû se lancer pas en France, dans leur propre marché, mais dans un autre pays. Et ensuite, on s'est dit, il y a 2 stratégies. Il y a la stratégie classique de dire, on est français, on va aller en Allemagne, parce qu'en Allemagne, c'est le 2e plus gros. Et puis ensuite, on ira en Espagne, puis ensuite, on ira au UK, et puis ensuite, machin. Moi, ce que j'ai dit, c'est on lève des fonds. En 10 mois, on lance 15 pays, et on étouffe la concurrence, en fait. Et en fait, cette stratégie, c'était de se dire, vu que le marché européen est très fragmenté sur les clients, il est aussi très fragmenté sur la compétition. C'est-à-dire qu'en fait, en Allemagne, vous avez des mecs aussi bons, voire meilleurs que vous, en Espagne, en Italie, etc. Et en fait, en se lançant quasiment en parallèle et en même temps avec une force de frappe assez puissante, on bloquait les Allemands à rester sur leur terrain et pas se dire, attends, pendant qu'ils arrivent sur notre terrain, on va aller en Espagne et en Italie, parce qu'on était aussi en Espagne et en Italie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en très peu d'années, on a complètement écrasé le marché, où Lengo a pris une place énorme, et les autres sont restés puissants, mais puissants dans leur pays, avec leur croissance à eux, qui était une croissance organique sur leur terrain national. Et nous, on a eu tout de suite alors c'est très compliqué, extrêmement dur, mais en fait, je pense que c'est le secret de la réussite de Lengo, quoi. Mais après, il y a des gens qui arrivent one step, donc c'est que notre exemple à nous. Et je pense que moi, j'avais aussi ce caractère de dire, si on y va pleine balle partout, et puis on essaye de pousser. Après, on a fermé des pays parce qu'on n'y arrivait pas, etc. On a ajusté. Mais très vite, on a tout lancé from scratch. Et quand on est un Lengo, ouvrir un pays, ça veut dire quoi? C'est des équipes sur place? Alors, nous, justement, on s'était dit, moi, je viens de l'école de Leguide, j'ai travaillé chez leguide.com, c'est un comparateur de prix, etc. Et en fait, à l'époque, c'était un peu l'auberge espagnole. C'est qu'on avait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté des natifs à Paris, mais basés depuis Paris, mais natifs complètement, sur leur propre zone géographique, plutôt que d'ouvrir des bureaux un peu partout, pour 2 raisons majeures. La première, c'est que ça coûte hyper cher, et la deuxième, c'est que j'avais pas envie de passer ma vie dans un avion. Donc en fait, je prenais un train, je passais quelques jours à Paris, je revenais, c'est comme si j'avais fait le tour d'Europe, en fait. Et du coup, lancer l'international, souvent le travers, c'est de dire, on traduit la place, on est en anglais, donc on est forcément international. Connerie, là pour le coup, connerie internationale. C'est que c'est pas parce que t'as ton SaaS en anglais que t'es une boîte internationale, c'est pas vrai. En fait, il faut avoir la culture internationale, il faut avoir la culture du pays que t'essayes de craquer. Nous, quand on a lancé l'international, je me rappelle, la Suédoise nous disait, attention les gars, nous, en Suède, on n'appelle pas les gens. Et nous, on se disait, mais en fait, comment tu veux qu'on ait des clients si tu fais pas du call-call, quoi. Et tu vois, on poussait comme ça. Et en fait, elle disait, non, mais culturellement, les gars, il ne faut pas faire ça. Et du coup, on s'est retrouvé à devoir ajuster. Et ça, si tu le sais pas, tu te prends un mur, mais pleine tête. Et en fait, il fallait ajuster le produit, il fallait ajuster aussi la boîte. C'est-à-dire, quand tu dis on se lance à l'international, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des clients internationaux. Donc, c'est-à-dire que ton back-office, il faut qu'il parle aussi dans les langues natives. Il faut gérer les devises. Voilà, en fait, c'est un impact pour la boîte qui est colossal. C'est pas juste traduire sur Google Translate et dire c'est on est international. Tu as le market qui va, tu as la compréhension du marché, tu as la compréhension de la compétition, tes concurrents, etc. Et souvent, c'est cette erreur-là qui est faite. Si on y va, il faut vraiment y aller sur toute la boîte et pas uniquement ton produit, de se dire oh, c'est cool, c'est en anglais, quoi. On traduit la doc et c'est bon, quoi. Mais c'est ça qui est dur, je pense, sur le marché européen. Et c'est pour ça que parfois on regarde le marché US, parce que au moins c'est un pays, quoi. Ouais, mais on va dans la facilité, on se dit c'est un pays, parle anglais, tout va bien, etc. Sauf qu'en fait, tout le monde a une complexité. Là où c'est vrai, c'est que l'Europe, il y a plusieurs langues, mais c'est aussi, encore une fois, ce qui fait la valeur. Donc si vous réussissez quelque chose qui est très compliqué que personne n'a réussi. Alors, en fait, c'est un vrai défi, mais le jeu en vaut la chandelle, quoi. Parce que, encore une fois, d'aller aux US, oui, vous allez réussir et tout, c'est cool. Vous allez faire une belle boîte, mais c'est très très rare les exemples de mecs qui ont racheté, et encore plus, racheter un numéro 2 qui vient pas des US et tout, c'est très particulier. En M&A, il y a quand même des règles d'or où tu t'achètes un local parce qu'il a une zone géographique, et tu t'achètes un gars qui pèse un peu et tout. Sinon, tu rachètes un asset technologique. Mais voilà, on commence à rentrer dans les oui, si alors, qui réduisent l'exit de manière très très forte en tunnel. On passe 13 ans dans une boîte, c'est sa boîte. Qu'est-ce qu'on ressent une fois qu'on vend sa boîte et qu'on va plus au bureau? Bah, déjà,
as écouté le podcast. Il faut savoir que moi, j'ai vendu Lengo en année de Covid. Moi, j'ai passé une année de Covid 2020 à gérer le Covid au niveau interne de la boîte, business, et j'ai fait un roadshow de vente. Je vous laisse imaginer l'année. Confiné. Donc, une fois que tu vends ta boîte, tu es confiné déjà, parce que moi, j'ai signé le closing confiné sur un DocuSign comme un débile tout seul chez moi, quoi. Et c'est vrai, en fait, on a signé dans un DocuSign. Donc, c'est très particulier. Pour le coup, je ne m'étais pas imaginé ça en vendant ma boîte. Moi, je m'étais imaginé le truc avec mon stylo, en champagne. Ah, c'est super. Je ne l'ai pas vécu. Donc, qu'est-ce que tu ressens, en fait? C'est marrant, parce que justement, pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, moi, je suis descendu de mon bureau. J'ai dit à ma femme, ça y est, c'est signé. Et je suis allé bosser, parce qu'en fait... tu vois, tu sais, bah non, mais tu célèbres pas le truc. T'es chez toi, t'es là, tu fais bon, bah on va en réu, quoi. Voilà, c'est fait. Salut. Et en fait, c'était hyper cool parce que c'est exactement ce que je voulais. C'est que je voulais que ça change tout, mais que ça change rien. Et du coup, moi, ça a rien changé. Même pour les équipes, moi, on a choisi collectivement avec les C-level, mais j'ai choisi Marlene parce que ça changeait rien. On remplaçait X fonds par un gros fonds plus gros. Donc même pour les équipes, c'était hyper transparent. On a renoncé ça. Ils ont dit ok, c'est pas qu'ils voyaient pas la différence, mais moins qu'une fusion avec un autre gars, etc., qui sont plus impactantes pour les équipes. Donc pour moi, ça n'a pas beaucoup changé les choses, quoi. Même si ça change tout, effectivement. Quelques mois plus tard, tu lances Mimby. Lengo, c'était une magnifique réussite. Tu passes de 300 collaborateurs à 2. Qu'est-ce qui t'a, justement, on est dans 0 to 1, qu'est-ce qui t'a motivé de repasser de 0 à 1? Alors après, ce qui est sûr, c'est que d'une, j'étais trop jeune pour arrêter de bosser. Et deux, je m'étais toujours dit que je prendrais une pause. Et j'ai eu une petite fille en même temps, donc forcément il y a eu la pause qui est arrivée, mais je m'étais toujours dit que de toute façon j'allais relancer un truc. Après, la genèse de Mimby, c'est que c'était une thèse qu'on avait regardée avec Lengo, avec Fred, mon associé, qui gérait justement chez Mimby, qui gérait justement les sujets stratégiques et menés avec moi chez Lengo pour racheter une boîte dans cette thèse du retail média. Et ensuite, quelques mois plus tard, quand tous les deux on est sortis de Lengo, on s'était dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est Frédéric qui est venu en me disant écoute, c'est peut-être tôt, mais il y a un truc à faire, quoi. Et qu'est-ce qui m'a motivé? Je pense que c'est un mélange de plein de trucs, et je commençais globalement un peu à m'ennuyer quelques semaines après, à m'arrêter, parce qu'au bout d'un moment, quand vous passez de 0 à 1, de 1 à 0, c'est quand même pas évident, c'est sympa au début, mais vous dites, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et puis le marché est tellement gros, et puis c'est quelque chose qu'on connaît, le faire avec Fred, c'était hyper intéressant et hyper important pour moi, donc forcément, il y a un mélange de plein de trucs qui fait que cette espèce d'instinct de founder qui dit, là, il faut y aller, qu'en fait. Et du coup, si on n'y allait pas maintenant, peut-être qu'on n'y serait pas allé et tout, mais je pense que c'est l'instinct d'entreprendre et de se dire tiens, j'ai envie de faire des trucs de même. Et surtout le côté, j'ai toujours été hyper nostalgique des 2-3 premières années de Lengo où tu vas hyper vite, t'as vachement de vélocité, et c'est surtout à ces moments-là que tu vas vite en fait, parce qu'après tu vas plus, quand t'as des centaines de gars, t'as beaucoup de clients et tout. On a beau dire ce qu'on a envie de dire, tu ralentis forcément. Et du coup, de retourner un peu hands-on, de vraiment faire la popote, d'aller servir en salle, etc., c'est quelque chose qui me manquait pas mal et que je trouvais hyper cool, en fait. De refaire de mes mains. Moi, chez Lengo, à la fin, je bossais avec 3-4 personnes dans la boîte et que je passais ma vie en réunion à faire des trucs. Donc, c'est sympa, mais des fois, le soir, je me disais, qu'est-ce que t'as fait? Et c'est assez vrai, en fait. Là, le soir, je sais toutes les cases que j'ai cossées parce que physiquement, tu fais des trucs, quoi. Surtout que moi je dev, donc forcément tu fais des trucs, tu fais des presses, tu pitches à des gars, etc. Et du coup, je suis content de retrouver ces trucs-là qui sont hyper importants parce qu'on le perd, on monte une boîte, au fur et à mesure tu le perds forcément. Et qui est naturel en plus, c'est nécessaire certaines fois. Et justement, il y a un moment, tu avais fait un podcast en disant mais je sais pas si je vais y arriver parce que je suis manager de 300 personnes. C'était une vraie question que j'ai même posée à Fred, c'est peut-être la première. Je lui dis en fait, il faut qu'on valide si on sait encore faire. Parce que c'était une vraie interrogation, tu vois. Est-ce que tu as envie déjà? Ouais, ok, j'ai envie de le faire, mais entre avoir envie de faire un truc et réussir, on a tous envie d'être pilote de Formule 1, mais on se balade avec notre Mégane, hein, tu vois. Donc, à un moment donné, il fallait que je coche cette case-là personnellement, tu vois. Parce qu'en fait, moi, j'attache beaucoup d'importance à si je veux faire un truc, il faut que je sois capable de le faire, en fait. Sinon, j'y vais pas. Donc, du coup, oui, je doutais de ça, tu vois. Est-ce que je suis encore capable de coder des trucs bien? Est-ce que j'ai les bonnes réactions au tout début d'une boîte? Parce que c'était loin, moi, c'était il y a 15 ans, tu vois. Donc, j'ai tout redécouvert. Tout, fallait repartir vraiment de zéro, quoi. Donc, tu refais tout, quoi. T'es vraiment devant une feuille blanche et tu fais tout. Donc, même si t'es à deux, bah, tu refais tout, quoi. Donc, des fois, c'est très, très loin. Donc, il fallait que je coche cette case perso, ouais, tu vois. Mais c'était très personnel, en fait. Il y a des gens qui se posent pas forcément cette question, mais moi, je voulais absolument être certain que je suis capable de faire un truc parce que je voulais pas justement rentrer dans le modèle sur lequel moi j'avais hérité de Lengo, en disant bah ok, t'as un budget, des revenus, bah si on veut faire un truc, on recrute, machin, etc. Tu trouves toujours un moyen de le faire, mais c'est pas toi qui vas le faire en fait.
Là, t'as pas d'autre choix, tu vois, tu dois faire. Et justement, je voulais pas rentrer dans ce modèle en disant bon allez, on aligne direct et puis on recrute 20 personnes, on y va. Je voulais faire à deux pour confronter, réitérer. Une fois que c'est à peu près prêt, là, on commence à recruter, etc. Et la partie roadshow pour relever des fonds, là, on repart complètement en seed. Ouais, alors après, là, c'est un autre. Oui, là où c'est beaucoup vraiment différent, c'est qu'il n'y a pas eu de roadshow parce que même quand on a vendu Lengo, il y a même des fonds qui sont venus me voir après pour me dire écoute, si tu veux devenir LP, viens. Et au fait, by the way, le jour où tu montes une boîte, tu nous dis on te finance. Donc tu vois, le roadshow était. Je vais mentir si je disais que c'était compliqué, tu vois. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'exigence envers nous est beaucoup plus importante que l'exigence envers des mecs qui font de l'early stage comme nous, mais parce que nous, on fait de l'early stage, tu vois, il y a rien d'autre à dire. Mais l'exigence est en lien avec notre passé et ce qu'on a construit aussi. Tu nous partageais des choses importantes sur la connaissance de soi pour être entrepreneur. Et il y a certainement des futurs entrepreneurs dans la salle. C'est quoi les erreurs à éviter comment est-ce que toi, par exemple, t'as fait pour avoir une bonne connaissance de toi? Je sais pas. Disons que ce que je pense, c'est qu'entreprendre, c'est pas juste porter un projet. C'est se dire qu'il y a un gros moment de sa vie qui va pas être sacrifié, parce que j'aime pas ce terme-là, mais qui va vraiment être focusé par un projet qu'on a. Et en ça veut dire qu'il faut, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais disons que c'est très très dur d'entreprendre parce que ça bouscule complètement ta vie, pas que ta vie pro en fait, ça bouscule tout. Et il n'y a pas un seul entrepreneur qui n'a pas eu de la casse, même personnelle au passage, toi, ça n'existe pas. Parce que tu passes toute ta vie à penser à ta boîte, etc. Et souvent, l'erreur, c'est de sous-estimer ça. De sous-estimer que l'investissement personnel est colossal quand tu montes ta boîte. Quoi qu'il t'en dise, en fait. Tu peux te dire, non, mais t'inquiète, je vais gérer. Oui, moi, le week-end, je m'arrête à 17h. Ouais, c'est vrai, quand t'es salarié, t'arrêtes à 17h, il n'y a pas de problème. Par contre, dimanche matin, tu vas te réveiller avec ton idée, t'auras le client qui va t'appeler parce que c'est une urgence. En fait, tu vis non-stop sur ce sujet-là. Et du coup, c'est très important de l'avoir en tête parce que souvent, l'écueil, c'est que tu peux être fatigué, tu peux te rendre compte en disant, en fait, c'est plus gros que prévu, je suis pas prêt, j'ai pas envie, etc. Et c'est un peu comme quand tu t'inscris à un marathon, bah ouais, il faut pas sous-estimer que tu dois t'entraîner, tu dois faire des trucs, tu as une forme de sacrifice et que tu dois courir 4 fois par semaine, etc. Machin. Et souvent, l'erreur, c'est de sous-estimer ça. Parce que ce qui est une très bonne chose, c'est qu'on a pas vulgarisé, mais on a dit entrepreneur, c'est vraiment facile et tout, ce qui est assez vrai. Donc c'est super, tu vois, parce qu'il y a vraiment de projets qui se lancent, il y a des mecs qui y vont, et surtout, c'est un formidable ascenseur social. Il ne faut pas non plus tomber dans le côté béni oui en se disant vas-y, allez-y, c'est super, parce qu'aujourd'hui, la stat est très officielle, c'est que 80% des startups partent à la casse au bout de 5 ans. Dans les 20% restants, je pense qu'il y a à peu près 15% qui vivotent. Hein. D'accord ? C'est-à-dire que tu n'es pas parti en dépôt de bilan, mais tu restes deux à faire 30 000 balles de chiffre par an, c'est pas non plus... C'est même beaucoup plus dur. Et ce que je veux dire, voilà, c'est qu'en fait, les sacrifices, ils sont les mêmes. C'est les mêmes, en fait. Ce que je veux dire, c'est que moi, mes sacrifices à X dizaines de millions d'ARR sont quasiment les mêmes qu'à 1 million d'ARR. Parce qu'en fait, tu fais les mêmes efforts, tu fais les mêmes trucs. Donc, et en plus de ça, tu as raison, c'est que tu as le côté ah, j'y arrive pas, tu commences à te taper une espèce de pression, de tension familiale, machin, etc. qui fait que ça. Du coup, encore une fois, c'est génial d'entreprendre, il faut le faire, mais il faut vraiment partir au principe, on se dire est-ce que je suis prêt en fait vraiment à avoir ce truc et me dire pendant tout le temps, il va falloir que je sois concentré. Oui, tu vois moins tes potes, oui, ta famille, elle bouffe ta boîte, tout le truc, et il faut. Voilà, c'est des sujets qu'il faut. On en parle très rarement, mais. C'est vrai. Les conjoints respectifs, respect à eux, hein, parce que, tu vois, ils en bouffent, j'en passe et des meilleurs, et du coup, faut penser et réfléchir à tout ça, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de divorces chez les entrepreneurs. Oui, je sais. non, mais c'est vrai, moi, ça fait partie de ma vie, où effectivement, je sais pas si à cause de Lengo, mais c'est sûr que, bah, voilà, ça crée forcément des vagues. Et dans les... peut-être les recettes ou les choses que tu t'es dit, bah, voilà, les bonnes résolutions pour Mimby, ce sera ça. Est-ce que ça a changé beaucoup ? Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vu que tu as un historique et qui est en plus un historique qui est très récent, sur lequel tu peux vraiment te calquer, bah, du coup, il y a beaucoup d'erreurs qu'on veut absolument plus faire. Il y a des choses où on prendra les décisions plus vite, dans un sens comme dans un autre, etc., parce qu'on l'a tellement vu et on veut pas le revoir. T'as des exemples ? Ouais,
en plus, tu te remets dans un mood où tu te dis en fait tu as pas le temps de pousser très très loin, donc quand il y a un doute, il y a plus de doute. Quand on doit lancer quelque chose, le X, c'est pas le Y, etc. Et en fait, là où avant tu pouvais un peu déborder, c'est que même si toi t'imposais ça, t'avais tes équipes qui disaient t'inquiète, ça passe et tout, donc t'es toujours un peu dans le consensus. T'avais l'assise financière, leadership et tout qui te permettait ça. Là, tu te dis en fait, j'ai pas le choix. Si j'y vais pas, c'est terminé, tu vois. Et en fait, il faut se mettre dans ce mindset-là, parce que l'erreur, ça serait de dire bon, c'est pas grave, ça va bien se passer, etc. Et d'être trop confiant par rapport à ça. Moi, j'ai toujours dit le vrai exercice compliqué que je peux avoir personnellement, c'est toujours de me dire effectivement, tu as fait quelque chose qui la finalité fait que même s'il y a eu des problèmes, ça a marché. Il faut s'en inspirer, mais il faut pas copier-coller. Et je suis toujours un peu entre les deux, tu vois. Et du coup, il y a plein de choses, j'ai plus envie de les faire parce que j'ai passé l'âge aussi de gérer ce type de problème. J'ai plus envie de le faire de manière volontaire, tu vois, j'ai pas envie de vivre ça. Et d'autres, je sais que c'est une erreur. Je sais que si on va là-dedans, on l'a vécu 10 fois, bah non, on va pas se reprendre un mur, tu vois. C'est l'avantage de ce qu'ils appellent maintenant les repeat entrepreneurs, c'est que vu que c'était très tôt, moi, il y a eu des erreurs qu'on a fait il y a 1 an. Donc forcément, tu dis non, on la fait pas 2 fois, tu vois, terminé. Donc ça, on essaye pas mal de s'inspirer et puis aussi d'avancer de manière assez pragmatique et se dire, de toute façon, on verra ce qui se passe demain, tu vois. Faut pas non plus faire trop de plans sur la comète, parce que sinon, d'une, c'est chiant. Et deux, il y a des choses qui bougent tellement vite, et ça, c'est aussi l'expérience. Il faut plus manœuvrer dans les plaques tectoniques qui bougent qu'autre chose. Okay. Est-ce que tu as des conseils que tu aurais envie de partager à des futurs entrepreneurs qui devraient démarrer là, maintenant, dans un moment qui est pas facile, hein, peut-être pour le business, un peu plus de crise. Ouais, alors après, le conseil que je peux donner, c'est que écoutez pas, c'est un peu comme tout, arrêtez BFM TV, quoi. C'est que moi, les crises en 25 ans de carrière, j'en ai vu 2-3, quoi. Celle qu'on vit aujourd'hui, elle est pas méchante, hein. C'est juste un réajustement de ce qui est en train de se passer, où en fait l'exigence est un peu crantée par rapport à ce qui se passe. Moi, j'ai vécu 2006, avant j'ai vécu 2003 avec Google qui a effondré tout le marché, la crise financière de 2006-2008, 2011. Moi, voilà. Donc, et ce que je veux dire, c'est que vous en verrez d'autres, quoi. Et c'est le métier aussi d'entrepreneur. Donc, c'est très tarte à la crème. J'aime pas trop cet exercice, mais disons que ce qui est sûr, c'est d'une, faites-vous confiance, et deux, soyez résilients, quoi. C'est en fait si de toute façon, la qualité première d'un entrepreneur, selon moi, parce qu'il y a plein de choses, c'est la résilience. Il faut se dire, en fait, ça sera difficile. Ça n'existe pas, les trucs où tu oublies, et de se dire, non, c'est pas le bon moment d'entreprendre, parce que c'est un peu le bordel aujourd'hui, ça sera le bordel demain. Hein. C'est toujours compliqué. Il y a toujours des difficultés partout. Et la vérité d'aujourd'hui, elle sera différente demain. Et aujourd'hui, oui, c'est plus dur. Et en plus, la crise qu'on a, elle est liée à plein de choses différentes du business. Et puis, la crise dans notre industrie start-up, et puis c'est au financement qui réajuste juste parce qu'il y a eu plein d'abus et terminé, c'est tout. Il n'y a pas de gens qui ont retiré leur argent. Moi, j'ai vécu 2006-2008 où les gars retiraient le cash. Là, c'est pas la même. C'est que l'argent a disparu, en fait. Là, aujourd'hui, il y a l'argent, c'est juste que les mecs sont plus exigeants. C'est tout. Tout à l'heure, tu te disais, j'ai l'impression que les décisions que vous prenez, c'est hyper sharp, c'est beaucoup de discipline. Tu parles de résilience. Comment on la travaille? Comment toi, tu t'aides pour être résilient dans les coups de mou? Disons que je suis quelqu'un que, pour le coup, je suis assez binaire sur l'approche. C'est que si je fais un truc, je le fais, quoi. Donc je suis quelqu'un et j'en fais à moitié une affaire personnelle, en fait. Tu vois. Et du coup, si je décide de faire quelque chose, je ferai tout pour y arriver et je lâcherai pas l'affaire. Donc c'est une forme de résilience, si tu veux. Et tu vois, de relancer une boîte après l'exit de Lengo, c'est un vrai, c'est une remise en question, mais c'est aussi une vraie prise de risque personnelle. Me dire, bah voilà, si tu te vautres, moi-même, je vais m'arrêter à ça. Et les gens vont s'arrêter à ça. Mais j'aurais pu m'arrêter sur le truc en me disant c'est bon, c'est tranquille, je vais faire du consulting, machin et tout. Donc c'est cette forme de résilience que je cherche aussi parce qu'en fait, elle me permet d'être résilient. En fait, de se fixer cet objectif-là, de dire t'as pas le choix, il faut que tu réussisses Mimbi. Et je parle même pas du truc financier, c'est plus dire je veux être leadership sur ce marché-là, fait que tu deviens résilient en fait. En fait, il faut toujours chercher son étoile. Il y en a, c'est financier, il y en a, c'est leadership, il y en a, c'est parce que au niveau familial, c'est comme ça, etc. Mais il faut chercher ce truc-là, et c'est ce truc-là qui va vous permettre d'être résilient. Parce que quand vous voulez quelque chose et que vous ne voulez pas échapper à ça, vous faites tout pour y arriver. Ceux qui ne sont pas résilients, c'est ceux qui disent justement ce qu'on disait, de dire bah ouais, j'ai lancé cette boîte, bah, faut chercher le truc, quoi.
Et chaque, pardon, mais il y en a, c'est financier, c'est pas grave. Tout le monde a son étoile et tu peux pas juger, elle est très personnelle pour le coup. Un grand merci, Michael. Merci à vous. J'ai hâte qu'on se revoie dans 10 ans pour que tu nous racontes le passage de 0 à 1 de Mimby. Un grand merci.